Bonjour à tous. Allez, ça y est, on commence ce nouveau programme de terminale SPSVT. Dans la première partie de génétique, la conservation des génomes, nous allons voir tout d'abord la notion de clone. Vous êtes prêts? C'est parti! La cellule œuf est le résultat de la fécondation d'un ovocyte par un spermatozoïde. Elle sera à l'origine des 75 000 milliards de cellules de notre corps, ou des 550 000 milliards de cellules d'un sapin de 15 mètres de haut, ou alors des 10 puissance 6 cellules d'une petite mouche des fruits. Attention, les bactéries ne proviennent pas d'une fécondation, ce sont des êtres unicellulaires qui se multiplient uniquement par mitose. Pour obtenir ces 75 000 milliards de cellules, à partir d'une cellule œuf, il a donc fallu pratiquer un certain nombre de divisions. Chez les animaux, l'embryogénèse se décompose en différentes phases. Tout d'abord, la segmentation, qui consiste à passer par mitose successive de la cellule œuf à une masse de cellules identiques non différenciées appelée morula. Morula, pourquoi? C'est du latin, ça veut dire petite mûre. Parce que quand on observe au microscope, on a plein de cellules collées les unes aux autres et ça ressemble vraiment à une mûre. Cette morula se creuse d'une cavité centrale et prend alors le nom de blastula. Cette masse de cellules identiques, associée de façon stable sur une période d'une semaine, est donc un clone, c'est-à-dire des cellules toutes génétiquement identiques provenant d'une seule et même cellule de départ. Ce clone va évoluer car certains gènes vont s'exprimer et modifier l'activité des cellules. La gastrulation débute chez nous vers le 14e jour de grossesse. C'est la période pendant laquelle le taux de mitose va diminuer et où les 3 feuillets différenciés se mettent en place. Les cellules se réorganisent. Nous allons avoir à l'extérieur ici en bleu ce qu'on appelle l'ectoderme, tout à l'intérieur l'endoderme et entre les deux en rouge le mésoderme. Attention, ce dernier n'est pas présent chez tous les animaux, comme par exemple chez les coraux, les anémones et les méduses. On appelle diploblastes les animaux possédant 2 feuillets et triploblastes les animaux possédant les 3 feuillets. L'organogénèse, c'est la période de mise en place des organes. Les cellules des feuillets vont entamer de nouvelles divisions pour former des lots de cellules identiques qui, une fois suffisamment nombreuses, vont à nouveau se différencier et former des clones de cellules spécialisées. Les cellules de l'ectoderme vont donner la peau, les cellules des yeux, les cellules du système nerveux, les oreilles, etc. Les cellules du mésoderme donneront du muscle, aussi bien squelettique que cardiaque, donneront du squelette, donneront du sang. Et enfin, les cellules de l'endoderme donneront tout ce qui se trouve à l'intérieur de notre corps, le tube digestif, le pancréas, les poumons, etc. Donc pour résumer, les cellules différenciées vont se multiplier, créer ce qu'on appelle des tissus simples. Les tissus simples vont s'associer entre eux pour créer des tissus composés. Ceux-ci seront à l'origine des organes et des organes qui s'associent ensemble. C'est ce qu'on appelle un appareil. Ainsi, à 8 semaines de grossesse, chez nous, tous les systèmes adultes sont en place. Et l'embryon prend alors le nom de fœtus. Ainsi, les différents feuillets, pendant l'organogénèse, seront à l'origine de clones cellulaires spécialisés. Nous allons distinguer 2 catégories de clones. Les clones de cellules associées et stables, comme les cellules musculaires, comme les cellules du système digestif, mais également des clones de cellules séparées, comme les cellules sanguines. Et encore, parmi celles-ci, on peut voir des clones spécialisés apparaître. Je vous rappelle que lors de l'action des lymphocytes T, ici par exemple les T8, nous avons un lymphocyte T8 qui va être activé et ce LT8 va se multiplier. Nous allons donc avoir un clone qui va se former. Mais voilà, ce clone va se séparer en 2 groupes. Un clone de lymphocyte T8 mémoire qui va rester stocké dans les ganglions. Alors on ne va pas parler spécifiquement de clones de cellules stables et associées puisqu'elles ne fonctionnent pas les unes avec les autres. Elles peuvent se séparer, mais n'empêche qu'on a un groupe. Et ici, on a des cellules qui vont partir au combat, qui vont circuler. Donc ici, on a clairement un clone de cellules séparées. Un clone est donc une masse de cellules issue de divisions successives à partir d'une cellule. Le nombre de divisions cellulaires est contrôlé et non indéfini. En effet, plus une cellule est issue d'un grand nombre de divisions, plus elle est susceptible d'accumuler des mutations. Pour éviter ceci, le nombre de divisions est donc contrôlé par des séquences d'ADN répétitives ne contenant pas de gènes et que l'on appelle des télomères. Ce mot vient du grec télos qui veut dire fin et méros qui veut dire partie. C'est donc la partie située à la fin des chromosomes par opposition au centromère qui se trouve au centre de ceux-ci. À chaque fois que la cellule recopie son ADN avant de se diviser,
elle perd un petit bout de télomère, comme une photocopieuse qui rognerait les bords du document original. Ainsi, au bout d'un certain nombre de divisions, les télomères n'existent plus, ce qui va finir par stopper carrément la division cellulaire. La cellule devient sénescente, elle vieillit et fonctionne moins bien. Elle finit par mourir. On parle d'apoptose. Ce processus participe au vieillissement de notre organisme. Il existe des enzymes qui permettent de maintenir la taille des télomères, permettant ainsi des divisions cellulaires infinies. Elles ne s'expriment que dans les cellules souches de la moelle osseuse et dans les cellules germinales à l'origine des spermatozoïdes et des ovules. C'est ce qu'on appelle la télomérase. Cette enzyme est codée par un gène, le gène TERT, situé sur le chromosome numéro 5. Comment fonctionne cette enzyme? N'oubliez pas que l'ADN est constitué de 2 brins. L'enzyme télomérase va d'abord ajouter des nucléotides sur un des fragments de la double hélice, puis l'enzyme habituelle, l'ADN polymérase, va alors synthétiser le brin complémentaire pour reconstituer un télomère complet. Quand les télomères seront complètement reconstitués, les divisions cellulaires seront à nouveau possibles. Dans les cellules cancéreuses, la télomérase est particulièrement active, ce qui explique la croissance rapide et incontrôlée des cellules malgré l'inhibition de contact qu'elles sont censées avoir. Cette forte activation vient d'une mutation de la séquence régulatrice du gène TERT codant pour la télomérase. Avant la partie codante d'un gène, il y a toujours ce qu'on appelle une séquence régulatrice. Dans cette séquence régulatrice, il y a des parties codantes pour des facteurs de transcription ou des facteurs de répression. Il y a surtout une zone qu'on appelle un promoteur, et c'est sur cette zone qu'un facteur de transcription va pouvoir se fixer, permettant ainsi à l'ARN polymérase de se fixer. Sans facteur de transcription, l'ARN polymérase ne peut pas se fixer et ne peut pas lire la partie codante du gène. Pour que le facteur de transcription ETS1 se fixe sur la séquence régulatrice, précisément sur le promoteur, et permettre ainsi à l'ARN polymérase de se fixer et de transcrire le gène TERT à l'origine de la télomérase, il faut qu'il y ait dans cette séquence régulatrice une succession de 4 nucléotides spécifiques CCTT. Suite à une mutation chez un individu atteint d'un cancer, on a observé une cytosine remplacée par une thymine en position 146, et ce, avant le gène. Cela a créé une succession CCTT faisant apparaître un autre site de fixation du facteur de transcription ETS1. Ainsi, dans les cellules somatiques de cette personne, nous avions plusieurs sites de fixation du facteur de transcription, ce qui permet donc une suractivation de l'ARN polymérase et donc une surexpression du gène et donc beaucoup de protéines TERT, c'est-à-dire beaucoup de télomérase. Ainsi, dans des cellules somatiques qui ne devraient pas reconstituer leur télomère, la télomérase est active, surexprimée, les télomères réparés et les divisions infinies. Un clone apparaît alors, formant une masse de cellules anormales appelée tumeur. Et cette tumeur va devenir progressivement envahissante. C'est le stade du cancer métastasé, c'est le stade terminal de la maladie. Nous savons donc maintenant qu'un clone cancéreux peut se mettre en place par une surexpression de la télomérase. Mais il existe également un autre mécanisme à l'origine de la formation de clones cellulaires. Ce mécanisme de contrôle limitant la formation de clones cellulaires anarchiques sont les points de contrôle du cycle cellulaire. Il existe plusieurs points de contrôle de ce cycle. Un des points de contrôle se situe juste avant la duplication et consiste à vérifier l'état de l'ADN et à enclencher, si besoin, une réparation de celui-ci. Ce système empêche une cellule anormale de se développer. Une enzyme appelée CDK2 associée à une cycline E est responsable du passage de la phase G1 à la phase S de la division cellulaire. Si l'ADN est abîmé, il faut inactiver la cycline E. Pour ce faire, il faut donc fabriquer un inhibiteur de cette protéine et va se mettre en route toute une chaîne de fabrication. Au moment du point de contrôle entre G1 et S, si l'ADN est abîmé, une enzyme ATM est recrutée. Celle-ci va aller agir sur la protéine P53 qui jusqu'à présent était inhibée grâce à un inhibiteur, le MDM2. En phosphorylant ce complexe MDM2-P53, elle libère la P53. Celle-ci est en réalité un facteur de transcription qui va aller se fixer sur le promoteur d'un gène, le gène de la protéine P21, qui elle-même sert à inhiber la cycline E. Ainsi, s'il n'y a pas passage de la phase G1 à la phase S, le cycle cellulaire est bloqué
Et l'ADN peut être réparé. Cela permet la stabilité cellulaire et génétique de l'organisme. Maintenant, si l'ADN ne peut pas être réparé, la cellule va être détruite. C'est l'apoptose. Si la protéine P53 est mutée dans la partie qui se fixe au promoteur du gène de la protéine P21, à ce moment-là, l'ARN polymérase ne pourra pas se fixer sur celui-ci et cette dernière ne sera pas produite. L'ACDK2-cycline sera alors fonctionnelle, le cycle cellulaire se poursuivra et la mutation sera conservée. Le cycle cellulaire devient anarchique et nous avons une masse de cellules anormales qui se met en place. Nous avons alors un clone de cellules associées et stable qui est formé. Si la cellule de départ présentait une mutation empêchant un métabolisme normal, alors l'organe touché deviendra déficient. On parlera de cancer.